Et c'est parti. Donc, aujourd'hui, la présentation que je vous fais, c'est vraiment, on retourne à la base de c'est quoi un lac, des définitions. Mon but est de vous toutes vous remettre au même niveau parce qu'en discutant beaucoup avec des gens des associations de lacs, avec des citoyens, je me rends compte que c'est pas toujours bien compris certains éléments des dynamiques des lacs, certaines définitions et ben c'est ça. Fait que je me suis dit que ça serait bien que je vous ramène à la base sur certains des éléments. C'est sûr, il y en a qui vont se dire « Ah, mais ça, je sais déjà ». Mais bon, ça fait du bien de rafraîchir et des fois, c'est juste de trouver les bons mots aussi là, qui va permettre de faire que tout le monde se comprend bien. Donc, le plan de la présentation, je vais vous faire part de définition. C'est quoi les caractéristiques physiques et chimiques des lacs? On va aborder aussi la biodiversité et les habitats qui sont en lien avec les lacs et la vie même des lacs. On peut voir les lacs un peu comme des êtres vivants. Et on va faire ensuite une période de questions et de discussions. Donc, comme je disais là, mon but, c'est aussi de vous faire voir votre lac autrement, de voir que c'est un système complexe et pas juste une belle place en face du chalet, là. Donc, c'est ça mon but. Première définition, c'est quoi un lac? Un lac, c'est, techniquement parlant, définition pure, nette, c'est une cuvette, une dépression qui draine un territoire plus ou moins grand et qui accumule de l'eau, ainsi que tout ce que transporte l'eau. Ça, je l'ai souligné parce que ça va devenir important à la longue. Et ça l'accumule encore plus quand il y a un barrage au bout du lac. On pense, entre autres, aux sédiments. Dans un lac, l'eau va y séjourner plus ou moins longtemps, donc dépendamment de la grosseur du lac et les caractéristiques morphologiques, ça va être soit se compter en semaines ou même des fois en années. Donc, des lacs comme le lac Mégantic, qui est quand même un très gros lac, si je me souviens bien, ce qu'on appelle le taux de renouvellement du lac, c'est à peu près, je ne sais pas, 1,6 ans, quelque chose comme ça, là. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais ça vous donne une idée. La qualité de l'eau va être affectée par les caractéristiques du lac et de son bassin versant. Et il faut comprendre qu'un lac, c'est un écosystème complexe. Donc, on va voir tout au long de la présentation aujourd'hui. Et il n'y a pas de définition légale de c'est quoi un lac. Dans les règlements et les lois du gouvernement, il n'y a pas de un lac, c'est de telle grandeur à telle grandeur ou c'est telle ou telle chose. Donc, des fois, ça peut amener bien des discussions. Le bassin versant, c'est quoi? Je pense que, bon, ceux qui connaissent le Cobarrique depuis un bout doivent savoir un peu c'est quoi un bassin versant. Dans le cas du lac, ça va être tout le territoire qui est drainé par le lac. Donc, c'est des limites naturelles, les sommets des montagnes, les dénivelés de terrain. Tout l'eau qui va s'écouler là-dessus, un peu comme en entonnoir, va finir par se retrouver dans votre lac. Donc, quand on regarde un lac, il faut regarder aussi tout ce qui se passe autour du lac, tout ce qui se passe dans son bassin versant, parce que c'est ce qui va affecter sa qualité et la quantité d'eau présente. Donc, c'est pas mal ça là-dessus pour les bassins versants. Là, je vous présente un peu les différents types de lacs dont on entend parfois parler. Lac artificiel, c'est les lacs qui vont avoir été créés par l'homme, sont généralement peu profonds. On s'entend que l'homme va rarement creuser un lac plus profond que 3 à 5 mètres. Là. À un moment donné, ça fait beaucoup de terre à sortir de là. Même si c'est considéré comme même si on dit que c'est un lac artificiel qui n'était pas là il y a 10 000 ans, mettons, on va quand même avoir besoin d'une autorisation du gouvernement pour faire des travaux dans un lac artificiel, comme si c'est un lac naturel. Un coup que tu as un lac, qu'il soit artificiel ou naturel, il y a les mêmes, c'est les mêmes réglementations qui s'appliquent.
Lac privé, ça fait... des fois, ça devient un peu... ça aussi, ça fait des grosses discussions, en fait. C'est généralement un lac qui n'est pas considéré navigable. Souvent, s'il y a un barrage. On va, pour vraiment confirmer si un lac est public ou privé, moi, ce que je fais, c'est j'envoie une requête qui concerne la domanialité du lac. C'est un formulaire en ligne. Des fois, ça peut être long avant d'avoir la réponse. C'est le ministère de l'Environnement qui nous envoie la réponse. Souvent, lui, il va regarder le lac, puis s'il y a un barrage, en tout cas par expérience, il va nous dire que le lac est privé parce que s'il y a un barrage, il considère qu'il ne peut pas être navigable. Sauf que c'est un peu flou parce que le lac Poulain, pour ceux qui le connaissent, c'est quand même un gros lac. Bien, ils ont considéré qu'il était non navigable, puis donc privé parce qu'il y a un barrage. Mais si vous êtes déjà allé au lac Poulain, il y a du bateau en masse. Donc, c'est ça. Un coup qu'on se fait dire qu'il est privé, mais là, c'est de voir c'est qui le propriétaire, puis s'il y a des registres. Puis là, maintenant, en fouillant dans les registres, on se rend compte, ben finalement, il appartient à personne. Fait que là, si vous voulez vraiment aller plus loin, ça va vraiment être un tribunal là, qui va dire pour de bon si un lac est navigable et donc public. Mais règle générale, on considère que tous les lacs sont publics, donc tout le monde peut y avoir accès. Maintenant, un autre lac dont vous allez peut-être parfois entendre parler, c'est des lacs de tête. C'est des petits lacs qui sont souvent peu profonds et qui sont à la tête d'un bassin versant, d'un cours d'eau ou d'un autre lac. Donc, c'est vraiment des tout petits lacs, 3 mètres de profond des fois, qui vont être alimentés surtout par les eaux de pluie ou de fonte et des résurgences d'eau, des eaux souterraines, parce qu'il y a des endroits où les eaux souterraines, la nappe phréatique est assez haute pour pouvoir alimenter en eau des lacs ou des cours d'eau. Et c'est aussi des fois des petits cours d'eau intermittents, mais c'est ça, c'est assez limite. Puis c'est souvent un petit bassin versant. Donc, ça va vraiment être le premier lac là, dans un gros bassin versant. C'est des petits lacs qui sont plus fragiles, là, ces lacs de tête. Là. Maintenant, caractéristiques physiques. Voici un petit dessin d'un lac imaginaire. Donc, c'est pour vous parler des termes surtout. Donc, on a le lac, qui est la cuvette. Et ensuite, les tributaires ou les affluents. Ça, c'est tout ce qui est cours d'eau qui se jette dans le lac. Et le cours d'eau qui se ressort du lac, c'est l'exutoire, ou des fois, on va aussi l'appeler l'émissaire ou la décharge. On va souvent avoir des lacs qui ont un barrage à l'endroit de la décharge pour gérer le niveau d'eau, pour s'aider. Il arrive qu'il y a des lacs qui ont 2 décharges, mais c'est comme pas naturel. Un lac naturel a généralement une seule décharge, mais ça peut arriver qu'il y en a 2, mais souvent c'est que ça va être plus un réservoir, puis ça a été comme plusieurs petits lacs qui ont été réunis, puis il y a 2 cours d'eau. En tout cas, je pense à un lac particulier au Saguenay, là, quand j'ai travaillé là. Ça m'a bien surpris, un lac qui se décharge par 2 cours d'eau, mais c'était à cause de raisons humaines plutôt que naturelles. Maintenant, la stratification thermique. Ça joue, ça joue beaucoup dans la dynamique de vos lacs. Ça, cette stratification thermique-là, c'est quelque chose qui se produit seulement dans les lacs assez profonds. Donc, dans des lacs de 3 mètres de profond, oubliez ça, ça ne se fait pas. Ça se fait vraiment dans les lacs quand même de bonne profondeur. Je ne peux pas vous dire à partir de telle profondeur, il va y avoir de la stratification. Ça dépend toujours de plein de caractéristiques. Mais il faut quand même une bonne profondeur pour que ça se fasse. Donc, un lac stratifié, sa stratification va se faire en été. Donc, on va avoir une couche d'eau très chaude, qui va être chaude en surface.
Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle dans le centre la thermocline. C'est des beaux noms scientifiques. À cet endroit-là, -là, c'est l'endroit où la température va se refroidir très rapidement. Ceux qui vivent dans des lacs assez profonds, c'est si vous marchez ou vous vous baignez, c'est l'endroit où, à un moment donné, vous avez froid aux pieds, mais chaud aux fesses ou chaud à la poitrine. Vous allez le remarquer en vous promenant dans le lac, là, en vous baignant. Puis, en dessous de cette thermocline-là, les eaux sont froides, autour de 4 degrés Celsius. Un lac stratifié comme ça durant l'été, ça fait vraiment comme des couches de gâteau ou n'importe quelle pâtisserie que vous voulez. Je pense que j'ai le goût de sucre. La couche du dessus, elle va se faire brasser avec les vents, les navigations par bateau, tout ça, elle va être oxygénée. Il va y avoir du phytoplancton, on va y revenir tantôt. Donc, il se passe de quoi? Dans la couche d'eau profonde, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de croissance d'algues, il n'y a pas de croissance de plantes aquatiques, il n'y a pas d'oxygène qui se produit. Il y a juste de la consommation. Parce qu'il y a des poissons qui sont bien à 4 degrés. Donc, ils vont aller vivre, si on veut, dans la profondeur, dans la couche profonde, froide des lacs. Puis en fait, ils vont juste remonter le temps d'aller manger, puis ils vont redescendre après ça pour aller se tenir au froid. Je pense, entre autres, à la truite. Truite mouchetée, onglet de fontaine, de son vrai nom. Oui, on en a dans les lacs, mais elle a besoin d'une eau très froide. Donc, c'est comme ça qu'elle peut survivre là, dans les lacs. Est-ce que je suis assez claire là-dessus? Ça va? Je ne vous perds pas trop? C'est bon, n'hésitez pas là, à me déranger. En automne et au printemps, ce qui se passe, l'air refroidit, la couche plus chaude qui est au-dessus se refroidit et là, il se produit un mélange des eaux par le vent, causé par le vent, mais aussi par le refroidissement des eaux de surface. Parce qu'il faut savoir, c'est que les eaux froides sont plus denses que les eaux chaudes. Donc, ce qui sera refroidi va caler dans le fond, puis là, ça entraîne vraiment un brassage des eaux, ce qui permet de faire que la concentration en oxygène dans le fond du lac va réaugmenter avec ce brassage-là. Ça, c'est un brassage qui se fait à l'automne, mais qui se fait aussi au printemps. Après l'hiver, que je vais vous montrer de quoi ça ressemble à l'hiver. Et donc, c'est ça, la température de l'eau est égale dans toute la colonne d'eau. En hiver, généralement, les lacs ont de la glace dessus. Donc, on a un peu un inversement. L'eau va être beaucoup plus froide sur le dessus, mais elle se réchauffe. On va dire, on s'entend, elle passe de 0 à 4 degrés Celsius. Elle se réchauffe rapidement et reste à 4 degrés Celsius dans les eaux profondes. Dans tout le lac, pendant l'hiver, à cause de la présence de la glace, si la glace là, couvre le lac de bord en bord, ben, la concentration en oxygène va diminuer durant toute la saison dans le lac parce que il n'y a pas de production par les plantes aquatiques, puis il y a consommation par les animaux qui sont là. Donc, et la décomposition. Donc, la concentration en oxygène va diminuer tout le long de la saison de l'hiver. Et ensuite, il va y avoir un brassage au printemps. Donc, c'est ça pour la stratification thermique. Je voulais quand même l'aborder parce que c'est un élément qui n'est pas souvent abordé, mais qui influence énormément, surtout les espèces de poissons qu'on peut avoir dans son lac. Transparence et lumière, c'est d'autres caractéristiques physiques auxquelles il faut prendre compte dans son lac. Donc, photosynthèse, c'est ce que les plantes aquatiques et les algues vont faire. La lumière est nécessaire pour ça. Il y a une profondeur dans le lac jusqu'où la lumière se rend. Après ça, il fait noir, 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 noir. Donc, il n'y a plus d'algues, il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus de plantes. La profondeur jusqu'où la lumière va dépendre de plusieurs conditions.
principalement de la quantité de matière en suspension, donc les algues et les sédiments, et la couleur naturelle de l'eau, qui est causée par la décomposition de l'humus et des matières organiques dans le bassin versant du lac. Si vous avez déjà pris un verre d'eau ou de l'eau comme ça de votre lac dans vos mains, vous avez dû des fois vous dire, il me semble qu'elle est jaune ou qu'elle est brune, mais elle est claire, elle est transparente. C'est normal. C'est un lac d'eau bleue, comme on voit dans les eaux tropicales et tout ça. Au Québec, c'est quand même assez rare, en tout cas dans les Appalaches. C'est que la matière organique va colorer l'eau. Et c'est pour ça que pour ceux qui font partie du réseau de surveillance volontaire des lacs, quand vous prenez vos échantillonnages d'eau dans les bouteilles, le ministère, il mesure le carbone organique dissous. Ça lui permet de connaître comme la couleur de l'eau, de déterminer un indice de couleur de l'eau et d'ensuite de corriger les mesures obtenues que vous obtenez avec le disque de Secchi. Quand vous mesurez la transparence de l'eau avec le disque de Secchi, ben c'est sûr, si votre eau est très colorée de façon naturelle, ben ça va donner des profondeurs pas très élevées. Mais en corrigeant avec le carbone organique dissous, ben là, on vient dire, ben, il y a une bonne part de cette faible profondeur qui est due à la couleur, ce n'est pas nécessairement dû à l'eutrophisation du lac. Donc, c'est à ça que ça sert. Ça va? Caractéristiques chimiques maintenant. Quand on parle de caractéristiques chimiques, on parle entre autres des nutriments, phosphore et azote surtout, mais il y en a d'autres. C'est ce qui est essentiel à la croissance des plantes aquatiques et des algues. Je me doute que vous le savez déjà tous, s'il y en a trop en grande quantité, prolifération d'algues et de plantes, c'est de l'engrais, en gros. Le phosphore, dans les lacs du Québec, en tout cas, est l'élément le moins disponible, puis c'est considéré comme l'élément limitant et contrôlant la croissance des algues. Si on fait juste rajouter de l'azote, mettons, il n'y aura pas d'explosion d'algues parce qu'il n'y a pas assez de phosphore. Les plantes ont besoin des deux. Mais il y a de l'azote tellement déjà en quantité suffisante que dès qu'on rajoute un peu trop de phosphore, là, à ce moment-là, c'est là qu'on va voir des blooms. Ça, les nutriments, je m'arrête là pour aujourd'hui. On va en parler plus dans 2 semaines du phosphore et de l'azote. Parce qu'il y a assez d'éléments là-dessus pour un webinaire complet. Autre caractéristique chimique, l'oxygène dissous. J'en ai parlé un peu quand je parlais de la stratification thermique. L'oxygène dissous, c'est ce qui est essentiel à la faune aquatique dans l'eau. Donc, quand le poisson respire, il y a besoin d'oxygène dissous dans l'eau. La concentration en oxygène dissous va dépendre de la profondeur du lac et de la période de l'année, comme on a vu avec la stratification. Ce qui permet d'avoir de l'oxygène dans l'eau, les échanges avec l'atmosphère à la surface et la photosynthèse. Puis ce qui consomme de l'oxygène, il y a la respiration de la faune. Puis quand je parle de la faune, ce n'est pas juste les poissons, là, ça peut être les vers, les escargots, tout ce qui vit dans l'eau, les insectes. Puis il y a aussi ce qui consomme beaucoup d'oxygène aussi, c'est la décomposition de la matière organique par les bactéries, particulièrement dans le fond du lac. Comme je vous ai parlé un peu dans les lacs stratifiés, mais on va y revenir parce que c'est quand même important. Dans les eaux profondes en été, pour les lacs qui ont une stratification, comme j'expliquais, il y a consommation, mais il n'y a pas de production d'apport d'oxygène. Donc, il y a vraiment une diminution graduelle de la concentration de l'oxygène dans l'eau. Mais dans la surface, on est correct, il y a des échanges avec l'atmosphère. En hiver, comme j'expliquais, la glace empêche les échanges avec l'atmosphère, puis comme il n'y a pas vraiment de photosynthèse, mais il y a de la consommation, il va y avoir diminution de la concentration en oxygène.
Un autre élément à considérer aussi, c'est qu'une grande production de végétaux va générer une grande quantité de matière à décomposer dans le fond du lac, en profondeur. Donc, ça peut faire que la concentration va diminuer plus vite durant l'hiver ou en été dans la partie profonde. Finalement, en hiver, dans les lacs peu profonds, la faible hauteur de la colonne d'eau fait qu'ils sont vraiment vulnérables à un déficit en oxygène. Donc, si on a un lac peu profond qui a quand même beaucoup de végétaux, de plantes aquatiques ou d'algues, que ça se décompose durant l'hiver, ben ça peut arriver que rendu au mois de janvier, il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau pour les poissons. Et dans un lac stratifié en été, plus la strate eau profonde est petite et plus il y a de risque de déficit en oxygène, ben, en fait, c'est le même principe que les lacs peu profonds en hiver. Là, il y en a qui vont me dire « Ah, on a juste à oxygéner les fonds de lac ou les lacs peu profonds en hiver. » Oui, mais non. Ça peut vous coûter cher. Et des fois, c'est efficace, mais juste à l'endroit où il y a le bulleur ou ces choses-là. Donc, avant de vous lancer là-dedans, si vous voulez régler un problème d'oxygène dans les eaux profondes de votre lac, j'irai vers autre chose. Biodiversité et habitat. Là, je reviens avec mon dessin de lac de tantôt. Là, on va parler de d'autres zones sur un lac. Il y a bien du vocabulaire, là. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir, il n'y a pas d'examen à la fin de la rencontre. Quand on va parler de littoral d'un lac, c'est la partie peu profonde où il y a de la végétation souvent. C'est jusqu'où la lumière va. Vous voyez, là, j'ai une ligne horizontale, ça dit profondeur où la lumière ne pénètre plus. Ça, c'est pas mal la ligne qui nous permet d'identifier le littoral. Cette ligne-là, elle peut varier dans le temps. Elle ne sera pas toujours exactement à 5,23 mètres, là, mettons. Elle va varier selon la concentration de matière en suspension dans l'eau, selon la saison et tout ça. Mais elle va être à peu près au même endroit. Donc, sur les bords du lac, où il y a des sédiments et tout ça, et qu'il y a des plantes aquatiques, on parle de littoral. Dans le centre du lac, on va parler de zones pélagiques. Et en dessous, dans le fond, on va parler de zones benthiques ou de zones profondes. Dans la partie pélagique, au-dessus, où il y a de la lumière, on peut avoir du phytoplancton, c'est les petits points verts. Phytoplancton, algues, larves d'insectes, etc. C'est de la belle nourriture pour les petits poissons que vous voyez dans mon image. Donc ça, c'est les différentes zones d'un lac. Puis là, avec ces zones-là, avec ça, je peux vous parler un peu de diversité d'habitat, tout ce qu'on peut trouver en habitat dans un lac. C'est hyper hétérogène, un lac. Vous vous déplacez de 2 mètres, puis ça peut être différent. Donc, en zone littorale, il y a les herbiers, ce que vous voyez à droite, qui peuvent servir d'abri et de nourriture, d'abri pour se cacher des prédateurs, mais aussi d'abri pour se cacher de ses proies. On pense au brochet qui va se cacher des herbiers, puis quand il va voir passer une proie, il va l'attaquer tout de suite. On peut aussi avoir du gravier ou du sable qui va servir de frayère aux poissons, à certaines espèces de poissons. Comme je vous disais aussi, en surface, on va avoir du phytoplancton, du zooplancton. C'est une source de nourriture pour les poissons, mais aussi pour des larves d'insectes. C'est de la belle bouffe, c'est un beau garde-manger. Des rochers qui sont en zone littorale ou en zone plus profonde. Ça va être des habitats pour les larves d'insectes aussi. C'est ce qu'on va appeler du benthos, qui vont s'accrocher aux rochers. Ça va servir d'abri aussi. Sédiments, pareil, habitat pour certaines larves d'insectes et des mollusques, qu'on appelle aussi le benthos. Le benthos, ça regroupe pas mal. Du substrat pour les plantes aquatiques, plus en hauteur, on s'entend plus en zone littorale. Les endroits des lacs où c'est plus une fosse encore un petit peu plus profonde, ça va servir de repos ou d'abri. Et
milieu du lac, qui est une eau froide et sombre, qui est un milieu idéal pour certaines espèces de poissons, comme je vous expliquais, avec particulièrement la truite et, juste passer ça, la truite et l'ongle de fontaine. Ben, l'ongle de fontaine, c'est la truite. Et le doré. Et le doré aussi. Donc, c'est ça pour ça. Autre vue du lac, autre diversité d'habitats. On a notre lac, on a tous les habitats que je vous ai montrés. On revoit un peu un herbier, l'abri de la nourriture. La bande riveraine, oui, je vous parle encore de bande riveraine. Désolée, mais c'est tellement important. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être tannés d'en entendre parler, mais ça sert aussi d'abri de nourriture et ça crée de l'ombre sur le lac. Donc, ça fait partie vraiment de l'écosystème du lac. Quand vous avez des tas d'arbres morts ou des tas de branches sur le lac, il y en a qui vont avoir tendance à les enlever pour les nettoyer, pour que ça fasse plus propre. Mais dites-vous que c'est aussi un abri pour les poissons, pour les insectes, pour les animaux qui sont dans votre lac. Puis ça permet de faire de l'ombre aussi pour ces animaux-là. Les tributaires font partie de l'écosystème du lac aussi. Ils amènent de l'eau fraîche et oxygénée au lac et ils servent aussi de lieu de frais pour certains poissons qui vivent dans votre lac. Et finalement, les milieux humides riverains, c'est des milieux humides qui vont servir à la reproduction, qui vont servir de source de nourriture, qui vont servir d'abri, autant pour les poissons, la faune aquatique qui se retrouve dans votre lac, que aussi pour la faune aviaire qui vient visiter votre lac. Donc, ça, c'est vraiment ce que je viens de vous présenter là, c'est vraiment l'écosystème complexe de votre lac. Maintenant, j'en profite pour vous faire une petite différence entre les plantes aquatiques et les algues. Parce qu'on va souvent dire « mon lac est plein d'algues ». Non, pas vraiment, il est plus plein de plantes aquatiques. Il y a une différence entre les deux. Même si vous me dites que c'est des algues, là, après, ça ne me dérangera pas, là, je vais comprendre. Je vais vous comprendre pareil, mais je vais vous faire quand même la différence. Des fois, ça peut aider à mieux se faire comprendre. Donc, une plante aquatique, ça a des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs et des fruits. C'est un végétal complexe. Il va généralement être enraciné dans les sédiments. Donc, il y a une tige qui va jusqu'au sédiment puis il est enraciné là. Il y a des plantes qui sont complètement sous l'eau. Donc, on va parler de plantes submergées. Il y a des plantes à feuilles flottantes, comme les nénuphars, c'est les plus connus, et des plantes à feuilles émergentes, comme les quenouilles. Les algues, elles, ce sont des tout petits organismes unicellulaires pour la plupart. Et ce que quand on va voir des algues, c'est des colonies. Pensez au bloom de cyanobactéries. On parle de cyanobactéries, mais en fait, c'est des algues. Et on voit aussi, des fois, quand vous voyez sur les rochers une substance gluante, là, vous marchez là-dessus, ça fait c'est des algues aussi, c'est ce qu'on appelle du périphyton. Et il y a des algues, il peut y avoir des algues un peu plus grosses, des algues macroscopiques. Ça va ressembler à des longs cheveux mous, un peu dégueux, verts. Ça aussi, c'est des algues. Mais vous pouvez le voir parce qu'il n'y a pas de racines, il n'y a rien. Il n'y a rien de différencié, c'est toute la même affaire. C'est des algues. C'est en mer qu'on rencontre un petit peu des algues qui ressemblent un petit peu aux plantes aquatiques, aux laminaires par exemple, mais c'est seulement en mer. Oui, exact. Les plantes aquatiques en lac sont généralement beaucoup plus petites que les plantes aquatiques en mer quand même. Ils ont beaucoup moins de vagues à supporter. Maintenant, on est rendu à la vie des lacs. J'espère que je ne vous perds pas trop. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, les lacs vieillissent. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Au Québec, nos lacs ont principalement été créés par le retrait des glaciers, donc il y a 10 000 ans et plus. Et les lacs vont vieillir sur des milliers d'années. Mais nos activités, les activités humaines, ce qu'on se fait autour du lac, accélère de beaucoup ce vieillissement.
Au lieu de milliers d'années, on va parler de dizaines d'années, vingtaines d'années. Ça va se faire vite. Et ce vieillissement-là se fait principalement par l'apport de sédiments et de phosphore. Donc, tout ce qui est installation septique, les sols à nu qui apportent les sédiments, l'utilisation d'engrais et de pesticides, l'érosion des berges parce qu'il n'y a pas de bande riveraine et la navigation, le ruissellement sur les surfaces imperméabilisées, tout ça sont des exemples, parce qu'il y en a d'autres, d'activités humaines qui accélèrent le vieillissement de nos lacs. Les étapes de vie d'un lac. Un lac, au début de sa vie, c'est ce qu'on appelle un lac oligotrophe. Donc, l'eau est claire, fraîche en profondeur. Il y a peu de sédiments dans le fond du lac. Il y a peu d'algues ou de plantes aquatiques. Il va en avoir pareil un peu des plantes aquatiques. Je veux dire. Les plantes aquatiques, c'est important, ça fait partie de la vie d'un lac. C'est quand il y en a trop qu'on n'aime pas ça. Que c'est signe, en fait, qu'il y a une eutrophisation. Au milieu de sa vie, on pourrait dire, l'eau se réchauffe progressivement et de plus en plus chaude. Il y a beaucoup plus de sédimentation qui se fait. La sédimentation s'accélère, plus d'algues et de plantes aquatiques. En fait, la sédimentation s'accélère parce qu'il y a plus d'algues et de plantes aquatiques qui meurent et qui vont se déposer dans le fond pour décomposer. Entre autres, mais il y a aussi l'apport de sédiments. Et vers la fin d'un lac, la fin de sa vie, on ne vous dira pas qu'il meurt complètement, mais il ne ressemble plus à ce qu'on s'attend d'un lac. L'eau est chaude, il y a beaucoup de sédiments, il y a beaucoup d'algues et de plantes aquatiques. Et ça se rapproche de plus en plus d'un milieu humide, d'une swamp. Ça, c'est ce que vous ne voulez pas de votre lac. Et c'est beaucoup ce qu'on voit maintenant. Ben, on n'est pas encore rendu à des lacs verts comme ça au Québec, à bien des places, là. Mais il y a beaucoup de lacs qui s'en vont vers le mésotrophe, qui s'eutrophisent. Puis là, on se rend compte qu'on a beaucoup de signes. Les blooms de cyanobactéries, les herbiers de plantes aquatiques qui sont de plus en plus imposants. Donc, c'est vraiment des signes que nos lacs vieillissent plus vite que normalement et que naturellement, je devrais plutôt dire. Et donc, là, c'est là que faut poser des actions. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, vous allez m'entendre beaucoup parler de travailler sur les causes et non sur les conséquences. Ça, c'est un petit schéma. Petit, c'est quand même gros. C'est un schéma que j'avais construit pour... en fait, c'est le lac Poulain. Je l'ai adapté, en fait, d'un schéma que j'ai fait pour le lac Poulain. C'est pour vous montrer la complexité de dire j'ai des herbiers aquatiques, j'ai des blooms d'algues bleu-vert, qu'est-ce que je peux faire? On ne peut pas travailler sur une seule chose, il faut travailler sur plusieurs choses à la fois. Et on ne travaillera jamais sur... travailler juste sur la conséquence, sur le problème, donc herbiers aquatiques, couper les plantes ou les arracher, ça ne réglera jamais votre problème. Il faut travailler sur les causes. Vous allez m'entendre le répéter continuellement. Travailler sur les causes, parce que vous aurez beau couper les plantes aquatiques, elles vont revenir si vous n'arrêtez pas la source de sédiments ou la source de phosphore. Donc, ça, c'est vraiment pour vous montrer un peu les liens qu'il y a entre tout ce qui se passe dans un bassin versant d'un lac et les problèmes qu'on remarque le plus, parce que herbiers et plantes aquatiques, de plantes aquatiques et blooms d'algues bleu-vert, c'est généralement ce qu'on remarque le plus dans les lacs au Québec, les lacs qui subissent des activités humaines. Vous voyez là, tout ce qui est en rouge, les carrés rouges, c'est les causes primaires qui des fois entraînent d'autres affaires, qui entraînent d'autres affaires. Donc, vous voyez, bande riveraine absente ou incomplète est là plusieurs fois. Vous allez voir, c'est pour ça que je continue à vous parler de bande riveraine.
Mettons, bande riveraine absente ou incomplète, crée de l'érosion des berges du lac en combinaison avec les vagues causées par la navigation, ce qui cause l'augmentation de l'apport en sédiments et ce qui fait que les herbiers et plantes aquatiques peuvent mieux s'implanter. Bande riveraine encore absente, augmentation de l'apport en nutriments, phosphore et azote, parce que les bandes riveraines ne sont plus là pour capter une partie au moins du phosphore et de l'azote qui arrive des terrains, eutrophisation du lac, ça cause bloom d'algues bleu-vert, herbiers et plantes aquatiques. Donc, vous voyez, tout est lié. Comme tout dans la vie, tout est lié. Donc, c'est pour vous montrer un peu, là, je ne veux pas vous décourager, là, sérieux, mais c'est pour vous montrer que, si vous m'approchez pour dire « j'ai un problème dans mon lac », ben c'est clair que je ne vous dirai pas « mettez tel produit ou arrachez les algues ». Ça, ce n'est pas moi. Je vais vous dire qu'il faut travailler ses causes. Qu'est-ce qui se passe dans le bassin versant de votre lac? Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer? Puis ça n'arrêtera pas l'eutrophisation, hein? On s'entend. Ça va ralentir l'eutrophisation anthropique causée par les activités humaines et ça ne peut pas le ramener en arrière. On peut pas reculer dans le temps avec un lac. Comme pour les humains, on ne peut pas rajeunir un lac. Je suis vraiment désolée. J'aimerais vous le dire autrement, mais on ne peut pas rajeunir un lac. Donc, c'est vraiment, là, je vois qu'elle vous intéresse. J'ai vu des faces se rapprocher beaucoup. Je crois que c'est un schéma qui vous intéresse beaucoup. Je pourrais toujours vous en fournir une version PDF là, à ceux que ça intéresse. Mais c'est ça. Donc, c'est pour vous donner là, une idée de à quoi ça ressemble. C'est quoi la dynamique d'un lac, puis qu'est-ce qui est impliqué dans la dynamique d'un lac.